Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour le webinaire de ce jour qui a pour thème prévenir les risques dans son cabinet d'avocat. Alors, les thèmes abordés seront donc le contexte, un rappel sur le contexte de la prévention et de la réglementation, zoom sur Préventélis, la prévention des troubles musculo-squelettiques, prévenir les troubles musculo-squelettiques en 4 étapes et bien sûr, nous aurons un temps d'échange pour les questions et les réponses. Alors, n'hésitez pas tout au long du webinaire à nous poser vos questions avec le petit onglet sur votre droite. Nous prendrons donc le temps d'y répondre à la fin. Pour les questions plus personnelles, nous vous ferons une réponse personnalisée après le webinaire. Donc, un petit rappel du contexte. Donc, Kerialis, c'est 60 ans d'existence. Kerialis a fêté son 60e anniversaire l'année dernière. Kerialis est une institution de prévoyance dédiée aux salariés des cabinets d'avocats et aux professionnels du droit. Nous intervenons dans différents domaines, la retraite, la prévoyance, l'indemnité de fin de carrière, la dépendance et la complémentaire santé. Kerialis, c'est 84 collaborateurs, c'est 43 000 assurés, c'est 12 000 cabinets d'avocats clients, c'est 60 ans d'expertise au service des professions du droit, 96 millions de cotisations annuelles et environ 17 000 retraités accompagnés. Quelques petits rappels sur les services proposés par Kerialis. Donc, Kerialis propose un espace personnel dédié aux employeurs et aux salariés de la profession, l'affiliation santé complètement digitalisée, la désignation de bénéficiaires en ligne, c'est un nouveau service que nous proposons depuis cette année qui permet à tous les salariés couverts par le régime de prévoyance de pouvoir désigner ces bénéficiaires en ligne. La téléconsultation Bonjour Docteur qui est adossée à l'ensemble de nos gammes santé. Le réseau de soins Itelis également adossé à l'ensemble de nos produits santé. L'assistance, le soutien psychologique Puridis et l'action sociale. Alors, pour m'accompagner lors de ce webinaire, alors j'ai passé la slide un peu vite, mais nous avons, excusez-moi, je pense qu'il y a eu, il y a eu un problème sur la slide. Donc, nous avons Alexis Naline, qui est responsable du pôle prévention, et Nicolas Destang, qui est directeur back-office santé, et donc moi-même qui interviendrai pour toute la partie, notamment questions-réponses et l'animation de ce webinaire. Je donne la parole à Alexis. Merci Aurélie. Oui, bonjour, Alexis Naline, donc responsable prévention chez Itelis. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques idées pour replacer le contexte de la prévention, de la réglementation. Alors bien sûr, vous êtes des spécialistes du droit, donc je vais pas vous apprendre non plus. Je prétends pas vous apprendre, vous faire un cours de droit, mais voilà, avoir quelques grandes idées. D'abord, quand on parle de prévention, il y a 3 niveaux de prévention. Alors la prévention, on en parle depuis très, très longtemps, donc on pourrait revenir à avant Jésus-Christ, mais on va pas faire ça. Non, le premier moment où on a vraiment la prévention qui va être formalisée, c'est après-guerre, c'est lorsque l'OMS va faire là, ce que vous voyez affiché là à l'écran, la prévention, l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents, des handicaps. C'est la première fois qu'il y a un consensus international sur ce qu'est la prévention. Donc c'est bien, c'est une première étape. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, on va parler de 3 niveaux de prévention. On va parler de prévention donc, primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est avant que le risque ne survienne. Ensuite, la prévention secondaire, c'est quand on est dans le risque. Alors on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir, mais guérir, c'est une action, c'est un acte de prévention, tout simplement pour limiter les conséquences de la maladie ou du risque dans lequel on s'est retrouvé. Et puis, troisième type de prévention, c'est le risque est terminé, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour éviter que le risque ne resurvienne? C'est aussi de la prévention, c'est entre guillemets les alcooliques anonymes, c'est-à-dire on est passé par le risque, on n'est plus dedans, mais on peut mettre en place des actions. À titre indicatif, sachez qu'en France, on est beaucoup dans le troisième niveau, c'est-à-dire on est beaucoup, il y a eu un accident, bon OK, et puis on va mettre en place des actions pour réagir face à ça. On est un peu en retard par rapport à nos voisins européens qui vont plus intervenir en secondaire, voire en primaire. Et le but là de l'intervention de ce matin, c'est justement de vous expliquer, notamment grâce à Nicolas, donc qui est le directeur de back office santé, qui est président du
chiropracteurs de France, mais voilà, qui se représentera, les actions qui peuvent être mises en place pour éviter justement de se retrouver dans des situations, dans des situations à risque. Oui. Alors, quelques éléments donc par rapport au contexte. Alors, je vous parle de l'OMS après-guerre. Donc c'est bien, il y a cette définition, mais bon, cette définition, ça reste une définition, on n'en fait pas grand-chose. À partir du moment où ça va vraiment se rentrer, être inclus dans le droit, ça va être à l'initiative de l'Europe en 1989, où nous avons une directive européenne qui va obliger les employeurs donc à prendre des mesures adéquates pour rendre le travail plus sain, plus sûr. C'est cette fameuse idée de l'employeur qui va être responsable de l'intégrité physique et mentale des salariés. Donc il y a cette directive européenne en 1989 et les États membres ont un délai donc pour retranscrire ça en droit national. Donc vous connaissez bien l'histoire et ça devait être fait en 1992. Donc vous voyez, la loi est passée, en tout cas en France, a été voté le 31 décembre 91. Donc au-delà de montrer que les parlementaires travaillent jusqu'au bout du 31 décembre, ça montre surtout que déjà ces notions de prévention, ça pose débat. Voilà, il y a beaucoup de questionnements derrière, parce que c'est bien, hein, c'est bien de se dire ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on s'est donné ce grand principe? Et en l'occurrence, on va faire deux choses. On va d'abord réaffirmer dans le droit, donc c'est l'article 41-21-1 du Code du travail, que donc l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique et mentale du salarié, très bien. Mais on va lui rajouter un second article en disant c'est bien, une fois qu'on a dit ça, mais on va lui dire comment faire, un minimum. Et en l'occurrence, il y a 9 principes généraux de prévention qui sont inscrits dans le Code du travail. Alors, je ne vais pas faire les 9, mais il y en a 3 qui vont particulièrement nous intéresser, qui sont qu'on va demander à l'employeur d'éviter les risques, de les évaluer et de les combattre à la source. Là, on est en plein dans le sujet de la prévention. Maintenant, on lui dit ça, c'est bien, donc l'employeur a ses principes, il sait qu'il est responsable, voilà, en cas d'atteinte à l'intégrité physique et mentale de ses salariés. On lui dit qu'il faut mettre en place, voilà, qu'il faut évaluer les risques. Donc c'est bien, on a progressé depuis 48, mais on ne lui dit pas comment faire. En fait, les années qui viennent, ce qui va se passer dans les années 90, c'est que chacun va faire un petit peu, alors on va dire avec la meilleure volonté du monde, hein, les gens veulent bien faire, mais c'est pas cadré et c'est tellement pas cadré que, bah, il y a des affaires malheureusement qui se passent pas très mal et puis ça se finit devant les tribunaux et c'est difficile de reprocher à des gens de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire quand ils disent: «Oui, mais moi on m'avait pas dit comment faire, donc si j'avais prévu le risque, mais voilà, je les avais écrits là, j'avais nommé quelqu'un pour le faire» et puis en fait, c'est assez, ça part dans tous les sens. Donc en 2001, il y a un décret qui va, obliger en fait, toutes les entreprises, à partir du moment où il y a un salarié, à regrouper ces informations et avoir un document unique, ce qu'on appelle le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document unique, il y a 3 obligations. Il doit exister déjà, voilà. Mais il y a une deuxième obligation, il doit être, mis à jour régulièrement. Alors idéalement, c'est tous les 6 mois et à minima, une fois par an. Et puis il y a une troisième obligation, il doit être mis à disposition, des salariés. Les choses sont cadrées. Les choses sont cadrées. Alors, il y a un autre élément qui va nous intéresser, c'est l'arrêt amiante en 2002. Donc je ne refais pas toute l'histoire du procès de l'amiante. Ce qui va définir de façon claire la notion de faute inexcusable qui existait avant, mais qui était pas, enfin, qui posait débat. Suite à cette histoire du procès de l'amiante, une jurisprudence, voilà, il y a cette notion de faute inexcusable à partir du moment où l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, en tout cas était exposé le salarié et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Et vous voyez le lien avec l'élément précédent, c'est que lorsqu'il va y avoir litige et on va devoir, voilà, on va devoir s'expliquer face au juge sur ce point-là, la base de la discussion, ça sera le document unique. Lorsque l'employeur n'a pas ce document unique, ça sera très, très, très difficile, enfin, ce sera très difficile, ce sera même, ça sera pas plaidable, hein. Il pourra pas dire que oui, il avait pris, si il avait bien conscience du danger, il avait pris des mesures. Non, il n'y a pas de document unique, il y a rien, donc c'est compliqué. Donc la base
ce que vont devoir faire les employeurs, c'est mettre en place ce document unique. Puis un troisième élément, c'est le compte professionnel de prévention qui va un peu moins vous concerner en tant qu'avocat. C'est dans les entreprises où il y a des emplois dits pénibles, avec des grands débats sur ce qu'est un emploi pénible ou pas, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas forcément l'objet de la matinée. Donc, voilà, donc plusieurs éléments. D'abord ce document unique qu'il faut pouvoir présenter en cas de contrôle, hein, puisque sinon on s'expose jusqu'à 3 750 € d'amende, hein. Alors il y a plusieurs niveaux, mais au-delà des amendes, donc pour les dirigeants parce que là si on ne fait pas le document unique pour les dirigeants, c'est une erreur de gestion, hein. Donc l'erreur de gestion, c'est le dirigeant directement qui va devoir s'en expliquer, qui peut être tenu responsable pénalement, hein. C'est une erreur de gestion. Mais au-delà de ça, pour l'employeur, il y a potentiellement des amendes aussi par salarié concerné pour des montants, donc vous voyez 10 000 €, voire plus importants. Et puis ce qui n'est pas indiqué sur cette fiche, c'est que le jour où il y a malheureusement des accidents, et les accidents ça arrive, lorsqu'on ne pourra pas présenter de document unique, donc il y aura l'employeur, donc la personne morale qui sera recherchée en responsabilité, mais aussi les dirigeants qui pourront être recherchés sur la base de ce manque de ce document unique. Bon, au-delà du document unique, il y a, parce que c'est la première jambe, hein, de la prévention, si on peut dire, qui s'appuie sur 2 jambes. La seconde, c'est bien les actions de prévention. Tout ça a été réaffirmé par la loi santé au travail qui est passée en août dernier. Cette loi qui avait donc 3 grands actes, hein, que vous voyez indiqués à l'écran: la prévention des risques professionnels, la lutte contre la désinsertion professionnelle, la promotion de la qualité de vie au travail. Alors on ne va pas voilà, regarder la loi dans le détail, c'est pas l'objet de matinée, mais juste avoir quelques idées par rapport au thème de la prévention. Donc d'abord, cette loi réaffirme l'importance du DERP, engage aussi, encourage les entreprises à en avoir une version numérique, un format digital, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais c'est important à avoir en tête. Tout ce qui est responsabilité de l'employeur et responsabilité civile et ou pénale des dirigeants est réaffirmé aussi. Mais bon, ça, bien sûr, en tant que professionnel du droit, je pense que vous êtes bien au fait de ces sujets. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que est réaffirmée la notion de plan de prévention, les actions de prévention, puisque le législateur a bien compris que depuis une vingtaine d'années, cette histoire de DERP, bon an, mal an, c'était réalisé. Alors évidemment, plus on monte en taille d'entreprise, plus vous avez des gens qui vont s'occuper de ça à temps plein, donc voilà, qui l'ont réalisé. Plus on descend en taille d'entreprise, plus forcément c'est compliqué. Et typiquement, dans un cabinet d'avocat, quand on croule sous les dossiers, c'est pas forcément évident de s'occuper de ça. Oui, mais bon, voilà, vous avez un cabinet, vous avez des salariés, vous avez vous pouvez avoir une secrétaire ou que sais-je. Donc, vous êtes soumis, voilà, vous êtes soumis à la même réglementation que tout le monde. Donc, il faut penser à ça. Et puis, ce que va demander le législateur, c'est de mettre en place un plan de prévention derrière, quand on identifie certains risques. Donc typiquement, dans un cabinet, voilà, ça peut être le travail sur écran, ça peut être les douleurs, et ça va être Nicolas qui va développer ce point-là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que voilà, on joue sur 2 niveaux. Il y a, pour être bien en conformité et bien dans les règles, on a le document unique d'une part, et puis ensuite les actions de prévention qui y sont associées. Avant de passer la parole à Nicolas, juste un point par rapport alors sur l'aspect document unique et action, ce qu'on vous propose via Kyrialis, c'est Préventilis que vous voyez, qui vous aide à réaliser ce document unique, à vous donnant, voilà, en vous donnant un certain canevas, sachant qu'il n'y a pas de formalisme imposé à date par le législateur, mais donc ça vous permet justement de ne pas partir, de vous noyer dans des fichiers Excel ou que sais-je. Et donc voilà, ça vous aide à sortir ce document, et ensuite ça vous permet d'accéder à un réseau de prestataires, et tels que Back Office Santé, des gens qui ont été sélectionnés par Itelis sur un certain nombre de critères. Donc voilà, donc des gens tout à fait dignes de confiance. Voilà, je ne veux pas monopoliser le temps de parole, donc Nicolas, je te passe la parole si tu veux bien. On va se concentrer donc sur la prévention des troubles musculo-squelettiques qui peuvent particulièrement concerner vos collaborateurs. Merci Alexis. Bonjour à tous, je suis Nicolas Destan, je suis directeur associé de Back Office Santé. Alors j'ai juste demandé à Alexis de me passer les slides parce que j'ai pas la main dessus. Voilà, merci. Donc Back Office Santé, c'est une société qui est spécialisée dans la prévention santé des salariés, avec une offre maintenant à 360 degrés sur les
TMS, sur les risques psychosociaux, sur la nutrition, sur le sommeil. Là, aujourd'hui, on va surtout parler des troubles musculo-squelettiques. Donc, on propose différents services par du dépistage des TMS sur le site même de l'entreprise, par du traitement, on va envoyer des ostéopathes et des chiropracteurs sur le site de l'entreprise, et puis par des conférences et des ateliers de sensibilisation au TMS. On travaille pour différents secteurs d'activité, ça va du secteur industriel au tertiaire, de la PME à des grands comptes, en passant par des branches professionnelles. Et aujourd'hui, on couvre 450 000 personnes. Pendant très longtemps, on a pensé que les TMS étaient surtout dans les métiers manuels. Il faut savoir que maintenant, les plus fortes hausses sont dans le tertiaire. Et puis, il y a un événement qui est passé par là, la pandémie de Covid, avec différentes vagues de confinement et beaucoup plus de télétravail. Et là-dessus, ça a beaucoup dégradé les gens sur les douleurs musculo-articulaires. On a fait une enquête à la sortie du mois d'avril avec l'IFOP auprès de 600 DRH de tout type d'activité. Et effectivement, il y a une hausse quand même des TMS de près de 28% et des risques psychosociaux de 52%. Donc au niveau des TMS, ça s'explique parce qu'il y a eu beaucoup plus de sédentarité. Les gens faisaient beaucoup moins de sport parce qu'ils ne voient pas du tout la possibilité de faire du sport. Beaucoup plus de télétravail. Et je pense que vous l'avez tous entendu au démarrage. Vous aviez des gens qui disaient je suis pas bien installé, j'ai pas de bureau chez moi, je travaille sur la table de la cuisine, sur un tabouret. Donc ça, c'était une catastrophe. Maintenant, les gens ont commencé à s'équiper. Mais même avec ça, on sait qu'il y a quand même plus de sédentarité. Les campagnes du gouvernement en disant qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Alors, il y a un article qui dit que maintenant, ce serait plutôt 7 000 minimum. Les gens qui sont en télétravail, il y en a beaucoup qui ne font pas leurs 7 000 ou 10 000 lors de ces journées-là parce qu'effectivement, ils se lèvent, ils restent chez eux, ils font leur journée de travail, ils vont sortir faire 2-3 courses et ils reviennent chez eux. Donc effectivement, ça va beaucoup jouer sur la sédentarité. Et puis, il y a un lien entre les risques psychosociaux et les TMS. C'est-à-dire que vous avez une sciatique qui vous pourrit la vie, ça va impacter votre sommeil. Donc, au bout d'un moment, ça va jouer sur votre morale. Et puis, à contrario, vous êtes stressé au niveau perso, au niveau pro, vous avez beaucoup plus de temps musculairement. Et donc, vous êtes beaucoup plus susceptible de déclencher un TMS. Si tu peux passer la slide suivante, Alexis, je veux bien. Voilà, donc là, c'est un petit rappel sur les TMS. C'est quand même la première cause de maladie professionnelle. On a tendance à l'oublier. Le régime de la sécurité sociale le reconnaît en maladie professionnelle. Alors, c'est très souvent très sous-estimé. Hein. On a entre 40 et 50 000 cas par an. Mais on a ce qu'on appelle les maladies à caractère professionnel qui ne rentrent pas dans la classification de la sécurité sociale. Et c'est surtout ça, en fait, vous entendez vos collaborateurs qui vont se plaindre d'une sciatique, d'une hernie discale. Souvent, voilà, c'est des maladies à caractère professionnel. Souvent, les TMS, c'est plurifactoriel. Ça vient de nos antécédents familiaux, de nos antécédents personnels, de ces choix de vie personnels. Et puis, le travail peut être un élément supplémentaire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais voilà, très souvent, c'est plurifactoriel. Et il ne faut pas forcément mettre le doigt sur c'est mon employeur, c'est mon poste de travail. Non, il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte. Mais en tant que thérapeute, puis vous, en tant qu'employeur, le but du jeu, c'est que vos salariés, ils aillent mieux. Donc, on va jouer sur toutes ces composantes-là pour les sortir d'affaires. On va passer à la slide suivante. Si tu... Ouais, voilà. Donc nous, notre cœur de métier sur les TMS, c'est souvent de démarrer par un dépistage. Il faut qu'on fasse un état des lieux. Donc ça, on envoie le thérapeute sur le site même de l'entreprise. Ça consiste à un entretien individuel avec le thérapeute qui dure 20-25 minutes, avec un questionnaire de localisation de fréquence des douleurs. Où est-ce que vous avez mal, depuis quand, combien vous cotez votre douleur sur une échelle de 0 à 10, sur quels critères votre qualité de vie a un impact. Et puis le thérapeute va réaliser des tests orthopédiques au niveau des cervicales, des épaules, coudes, poignets, mains,
lombaire, hanche, genou et cheville. Vraiment, on fait toutes les articulations, toutes les régions anatomiques. On va expliquer à la personne ce qu'on a trouvé. Est-ce qu'elle doit voir son médecin traitant? Est-ce qu'elle doit voir le médecin du travail? Est-ce qu'on peut la prendre en charge? Et on va lui donner des conseils de gestes et postures, aussi bien pour sa vie personnelle que sa vie professionnelle, et des exercices de renforcement et d'étirement musculaire adaptés à ses symptômes. Nous, de notre côté, on va récupérer toute la data de manière anonymisée et on rend à l'entreprise un rapport avec des cartographies des souffrances musculo-articulaires métier par métier. Dans les cabinets d'avocats, on a peut-être un pool de métiers différents qui est plus limité que dans des grandes entreprises, mais vous auriez la possibilité de dire, bah voilà, l'avocat, il est comme ça, la secrétaire administrative, elle est comme ça, le RH, il est comme ça. Voilà, ça vous donne une vision vraiment métier par métier, quelles sont les souffrances musculo-articulaires. Et puis une fois qu'on a fait ce diagnostic, et ben, il y a un moment donné, on est quand même obligé de passer à la phase de traitement. On peut faire toutes les actions d'ergonomie, de sensibilisation pour certaines personnes, du fait de leurs antécédents, de tous ces critères-là, ils vont quand même avoir un TMS. Donc bah là, de toute façon, il va falloir qu'on les traite. Et donc là, en fait, on envoie tous les mois le thérapeute sur le site de l'entreprise. Donc ça permet de prendre en charge les salariés dès les premiers signes de souffrance musculo-articulaire. Plus un TMS est pris en charge tôt, mieux la personne va s'en sortir. Et puis, une fois qu'on l'a sorti d'affaires, imaginons là une tendinite d'épaule, on va le dire, voilà, vous avez une tendinite d'épaule, il faut qu'on se voit 3 fois. Donc, le thérapeute va refixer les rendez-vous directement lors des prochains passages. On a une plateforme qui permet aux salariés de prendre directement rendez-vous avec le thérapeute. On va dire à la personne, voilà, peut-être venir 2 fois par an en visite de prévention, ça va vous éviter les rechutes. Donc, on a du soin curatif et du soin préventif. Et donc, c'est vraiment là où on se positionne dans cette notion de prévention en amont, qui est de dire, c'est bien de diagnostiquer, c'est bien de traiter, mais il faut prévenir dans la durée pour éviter les rechutes. Et puis, tout au long de l'action, on fait un suivi efficacité et satisfaction de l'action. Donc ça, j'y reviens un petit peu plus tard. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, donc là, vous voyez vraiment, je ne vais pas tout détailler, mais on part d'un échantillon de 20% quand on intervient sur un site. Alors pourquoi 20%? Pour la simple et bonne raison qu'à un instant T, dans n'importe quelle entreprise, au minimum, il y a 13% de gens qui sont en souffrance musculo-articulaire. Et ça, avec les vagues de confinement, on pense que ce pourcentage, il a même augmenté. Et donc, quand on part sur cette volumétrie de 20% de l'effectif, bah, ça correspond vraiment normalement aux besoins du site. Le questionnaire et puis l'examen clinique. On va passer à la slide suivante. Donc là, vous avez quelques petites captures d'écran du rapport qu'on vous remet en tant que chef d'entreprise. Bien entendu, on vous l'explique. On a simplifié le jargon scientifique pour qu'il soit compréhensible du commun des mortels. Et on vous fait des recommandations, des préconisations, si on identifie par exemple que au niveau de certains bureaux, au niveau de certains postes de travail, il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau de l'ergonomie, que ça changerait beaucoup de choses au niveau des douleurs musculo-articulaires. Donc c'est vraiment un rapport complet qui a une échelle de bilan individuel pour le salarié, mais qui a une échelle pour l'entreprise qui est très intéressante, plus macro, pour vraiment voir les cartographies métier par métier et voir sur quel axe il faut faire des actions de prévention. On va passer à la slide suivante. Donc notre cœur de métier, bah, c'est de traiter. Donc, comme je vous disais, ça se passe comme dans un cabinet normal. La première visite, il y a un interrogatoire, un examen clinique. Est-ce que ça rentre dans notre champ de compétences? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, c'est référé sur le médecin traitant ou sur le médecin du travail. On va expliquer à la personne son diagnostic, est-ce qu'on peut la prendre en charge. On va repositionner les rendez-vous. On va lui donner ses conseils de gestes et postures, des exercices de renforcement et des étirements musculaires. Je vous sors la statistique qui est quand même assez impressionnante, mais qu'on oublie. 10 minutes d'exercice par jour d'étirement réglerait 50% des problèmes de dos en France. Donc on voit vraiment que cette notion de renforcer une posture est très importante. Et on a de plus en plus des postures qui partent vers l'avant,
pour la simple et bonne raison que vous passez, on passe de plus en plus de temps sur les écrans d'ordinateur avec des têtes qui vont se projeter en avant. Le téléphone portable, si on prend le métro, tous les gens sont la tête penchée en avant sur leur téléphone portable. Et ça, c'était des pathologies qu'on voyait chez les grands-mères qui faisaient du tricot avant, qui avaient la tête penchée en avant, et qu'on voit même maintenant chez des jeunes de 20 à 22 ans. Donc vraiment avec ces postures qui vont se partir en avant, ce que j'appelle un peu la tour de Pise. Et donc c'est vraiment ces exercices de renforcement et d'étirement qui vont faire qu'on va maintenir la bonne posture. Et puis c'est ce passage régulier qui fait vraiment qu'on va casser le cercle vicieux des TMS. Vous avez des entreprises qui vont dire, voilà, moi je vais faire ma semaine de la qualité de vie au travail, je vais faire venir un ostéopathe, un chiropracteur, ça va être sympa. C'est super sympa, ça fait plaisir aux salariés, mais au niveau efficacité de santé, c'est proche du zéro parce que c'est du one shot. Et en fait, c'est ce passage régulier qui fait vraiment qu'on peut endiguer les TMS. On va passer à la slide suivante. Donc ça, c'est le parcours idéal de quand on intervient dans une entreprise. C'est cette phase de dépistage. Donc vous avez la prise de rendez-vous en ligne, le petit rappel SMS pour le salarié 24 heures avant. Nous, on a juste besoin d'une salle de 9 mètres carrés. Le thérapeute, il intervient avec tout son matériel, sa petite table portable, son ordinateur. On vous fournit un pack de communication avec des affiches types, des flash infos qui expliquent comment on intervient, dans quel cadre, comment se déroule une séance de dépistage. Et dedans, il y a le lien pour que les gens créent leur espace patient et puissent prendre rendez-vous avec le thérapeute. Sous 4 semaines après la dernière intervention de dépistage, on vous rend le rapport de dépistage, on vous l'explique, on peut le présenter devant les délégués du personnel. Et puis, si on fait la phase de traitement, on refait un petit coup de communication avec, pareil, un flash info pour expliquer comment ça se déroule. Et on ouvre les créneaux d'intervention. Généralement, on les ouvre sur 12 mois. Comme ça, au niveau logistique, c'est plus simple. Il y a une visibilité pour les gens pour repositionner les rendez-vous. Et pareil, petit rappel du rendez-vous par SMS 24 heures avant. Et tout au long de l'action, il y a un suivi efficacité et satisfaction. C'est-à-dire que tous les 6 mois, l'ensemble des gens qui sont passés entre les mains du collaborateur vont avoir ce questionnaire pour mesurer l'efficacité. Et ça, pareil, on vous le met à disposition. Je vais le détailler un petit peu plus loin, mais comme ça, vous avez vraiment une visibilité du taux d'utilisation du service et de son efficacité. Pour moi, c'est indispensable que vous ayez cette vision-là. Donc, bien entendu, le dépistage et le traitement sont séparés. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui vont dire, moi, je veux d'abord du dépistage, ou non, je sais que mes salariés sont dans un état qui nécessite qu'on mette vraiment des actions de prévention par du traitement, et ils passent directement par la phase de traitement. Donc voilà, les deux sont séparés, mais dans l'idéal, c'est quand même bien d'avoir un état des lieux à date et d'enchaîner par la phase de traitement. On va passer à la slide suivante. Donc ça, c'est au niveau des ateliers, des conférences qu'on a mis en place. On fait des conférences de sensibilisation au TMS. Alors ça a pas mal de succès. C'est nos premiers clients qui nous avaient demandé ça, qui avaient été souvent déçus par les formations gestes et postures trop théoriques, pas adaptées à leur métier. Donc c'est une conférence qui dure 2 heures, 2 heures et demie, avec une partie théorique assez simple. C'est qu'est-ce qu'un TMS, quels sont les premiers symptômes, pourquoi il faut les consulter rapidement. Quelles sont les mauvaises postures qu'on a dans la vie de tous les jours et au travail. Donc, on prend des exemples très simples où tout le monde va se retrouver. Quelles sont les bonnes postures à avoir dans ces conditions-là. Et puis, on leur fait faire les exercices de renforcement et d'étirement musculaire par région anatomique. Donc, il y a pour les cervicales, il y a pour l'épaule, il y a pour les coudes, poignets-mains et pour les lombaires. Et c'est souvent là où les gens vont nous dire, moi souvent en fin de journée, j'ai mal au cervical, donc il faut plutôt que je fasse tel exercice. Et puis quelqu'un d'autre qui va dire, voilà, moi je fais du tennis et puis je suis peut-être pas très bien positionné avec mes dossiers sur mon bureau, j'ai souvent le bras tendu, donc j'ai souvent mal à l'épaule et au coude, et donc c'est plutôt ces exercices-là. Voilà, donc ils repartent vraiment avec des exercices pratico-pratiques qu'ils peuvent mettre en place et qui vont déjà les soulager et régler une partie de leurs problèmes. Du fait du Covid, on a créé un nouveau module qui est basé sur le télétravail et qui a pas mal de succès. Donc en fait, c'est des bilans individuels avec des ergonomes
qui dure 30 minutes. On fait ça en visio et en fait, l'ergonome va faire un bilan du poste de travail de la personne avec la visio et en ayant des photos. Donc ça peut se faire sur des gens qui sont en télétravail chez eux, mais ça peut également s'appliquer à des gens qui sont sur site et qui veulent un bilan ergonomique de leur poste de travail. Donc ça dure 30 minutes et généralement, pour sensibiliser les salariés, on démarre par une conférence en visio d'1 heure de sensibilisation au TMS. Voilà, ça permet quand même de faire passer aussi des messages et ceux qui le souhaitent peuvent avoir ce bilan de 30 minutes. Donc pareil, c'est une inscription via la plateforme. Vous avez quasiment rien à faire, ça se fait tout seul. Et puis alors ça vous concerne beaucoup moins. C'est des ateliers vraiment pour les métiers manuels qui durent 1 heure sur des échauffements, des étirements. Donc ça, je ne vais pas le détailler parce que le métier d'avocat est très peu concerné par ça et ça n'a pas d'intérêt que je vous le détaille. On va passer à la slide suivante. Alors, je pensais qu'il y avait une dernière slide. Je vais juste revenir sur le suivi efficacité et satisfaction. Quand on met ces actions de traitement en place, nous, ça fait depuis 2012 qu'on a créé Back Office Santé, donc on a quand même pas mal de recul. Au niveau des statistiques qu'on a, c'est qu'on a des baisses d'absentéisme entre moins 15 et moins 40%. On voit vraiment que ça fonctionne déjà au niveau de l'absentéisme. Et si on rentre sur le prisme vraiment pur TMS, on a une baisse des dossiers maladies professionnelles de l'ordre de 70%. On voit vraiment qu'il y a une véritable efficacité sur la maladie pro due au TMS. On a une baisse de l'échelle de douleur de l'ordre de 40%, c'est-à-dire des gens qui étaient à 8 sur 10, il y en a certains qu'on va faire passer à 0 sur 10. Des gens qui avaient des pathologies inflammatoires chroniques comme des spondylarthrites ankylosante, des polyarthrites rhumatoïdes, ils sont à 6, on va les ramener à 2, donc ils vont être dans une qualité de vie beaucoup plus agréable, tolérable pour eux. Et puis, quand on leur pose des questions sur quels critères de leur qualité de vie ils ont vu une amélioration, alors 80% c'est sur le dos et les articulations, c'est le cœur de métier du chiropracteur et de l'ostéopathe, mais vous avez quand même 20% qui vont dire « je dors mieux et je suis moins stressé ». Donc, on en revient à ce que je vous disais au tout début. Avec une action à visée TMS, on a quand même un petit impact sur les risques psychosociaux qui n'est pas inintéressant. Et on arrive à mesurer tout ça. Et donc, tout ça, effectivement, on vous le transmet avec ces rapports en toute transparence. Et bien, on va pouvoir passer aux questions-réponses qui étaient la slide d'après. Et je repasse la parole à Alexis. Voilà, je ne voulais pas. Oui, c'est surtout. Allez-y, n'hésitez pas. On avait prévu justement de laisser 5-10 minutes de temps d'échange. Donc, je crois que ça doit passer par le chat, c'est ça? Ouais. C'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la partie droite du webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions. Si c'est des questions plus personnelles, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au 01 70 99 15 00 ou par mail à relationclient@kyrialis.fr. Vous avez la possibilité de regarder ce webinaire en replay ou bien de télécharger également le support. Donc, n'hésitez pas. Vous aviez réussi à accéder à renseigner toutes les informations à votre précédence? Bon, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Je vais pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à Nicolas et Alexis pour cette présentation et participation. Si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous contacter pour être accompagné pour la mise en place de votre DURP. N'hésitez pas. Et merci pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Bonne fin de journée. On reste en ligne, Aurélie? Non, on coupe. On coupe, d'accord.